Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 15e rendez-vous numérique Sayonara. Donc, comme vous le savez, chaque mercredi soir, on essaye de présenter une facette de la culture japonaise dans le cadre de Sayonara. Donc, pour rappel, Sayonara, c'est un prix littéraire manga qui se déroule du mois de novembre au mois de mars. Et on annonce les résultats à la fin du mois de mars. Ce qui m'amène à vous dire que donc, le samedi 27 mars, les votes se terminent. Donc, tous les lecteurs, je vous invite à terminer vite vos lectures pour pouvoir voter pour votre manga préféré. Ce soir, on a la chance d'accueillir des intervenants qui sont membres tous du Dojo Troyen. Le Dojo Troyen, c'est le club de kendo situé à Troyes. Et ils vont être là pour nous parler un petit peu de cet art martial que moi, personnellement, je ne connais pas ou peu et qui nous intéresse bien ce soir. Donc, bonjour à tous. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour. Moi, je me présente. Je m'appelle Stéphane Caillot. Je vais laisser peut-être Michel et Hervé se présenter aussi. Puis après, si. Eh ben, Ou j'y alors. vais. Michel Copitco, aussi membre du Dojo Troyen, évidemment. Et puis là, on est tous enseignants, hein, tous les présents. Là, et puis on a encore d'autres enseignants qui ne sont pas là. On est un bon paquet d'enseignants. En fait, on a cette chance-là. On a une trentaine de pratiquants aussi au club. Hervé? Voilà, Hervé Godefrin, je pratique aussi le kendo depuis quelques années et j'ai la chance depuis 1 an et demi de basculer du côté enseignant. Voilà. Alors, merci à tous d'être présents ce soir pour cette rencontre. Donc, le Dojo Troyen, nous, on vous a rencontré dans le cadre de Sayonara il y a 2 ans, puisque on avait prévu de vous accueillir sur les journées l'année dernière. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement. En revanche, on vous accueille ce soir pour essayer de proposer une présentation un petit peu 2.0, un peu numérique du kendo. Et moi, j'ai envie de commencer par vous demander un petit peu ce que c'est que le kendo. Comment vous le définiriez voilà, tous les trois? Alors, je vais peut-être commencer en disant que déjà, le Dojo Troyen, c'est un club d'art martial. Donc, le kendo, en premier lieu, c'est un art martial d'origine japonaise. Et le kendo, littéralement, ça vient de 2 mots japonais. Do, qu'on retrouve dans d'autres arts martiaux, qui décrit plutôt la voie, la pratique, l'amélioration, le développement, et Ken, le sabre. Donc, cette activité est vraiment l'héritage moderne des samouraïs, on pourrait dire, ou du Japon féodal. Alors bien sûr, c'est quelque part un peu guerrier. Et il y a de la pratique que l'on fait, mais on le fait avec un matériel adapté pour rester en toute sécurité. C'est une activité qui peut se pratiquer, on reviendra dessus en fonction de vos questions, mais c'est une activité qui se pratique et qu'on peut débuter à n'importe quel âge, et puis l'on peut continuer à pratiquer pratiquement pas pour paraphraser Tintin, mais vraiment jusqu'à un âge avancé. Vous verrez aussi dans quelques vidéos qu'on va vous présenter, on a les assos, vous allez voir, il y a une partie compétition, une partie assos qui peuvent être spectaculaires, mais comme je le dis encore, on pratique vraiment en toute sécurité. Le but des activités, c'est pas non plus, même si ça reste, c'est originaire quelque part un peu de la guerre, de la pratique guerrière. Le but du développement du kendo, c'est pas vraiment de terrasser son adversaire, mais plutôt au contraire de tirer vers le haut, de se tirer vers le haut et de se tirer aussi son partenaire. C'est le travail que l'on va faire ensemble dans le but de s'améliorer, d'améliorer sa pratique, et quelque part son état d'esprit. Donc, c'est une activité en parallèle de cet art martial qui nous permet sur beaucoup de points de progresser. Juste pour terminer, pour ne pas non plus monopoliser la parole, mais
Vous allez voir aussi, vous allez reconnaître les pratiquants, on le pratique avec un équipement. Premièrement, un habit qui est composé d'une veste à un pantalon qui s'appelle un nakama et un gi, c'est la partie de base de l'équipement. Et ensuite, qu'on vient compléter avec une armure sur laquelle on peut, lors des assauts, pratiquer en toute sécurité les attaques. Et comme l'équipement est un petit peu semblable, vous verrez sur quelques vidéos, on a ce qu'on appelle, nous, un zeken, où vous retrouverez le nom du pratiquant en français et aussi traduit en symbole japonais qui représente le nom du pratiquant et bien sûr son club ou son dojo de pratique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et puis après, on peut peut-être commencer à présenter, vous partager une démonstration pour voir Oui, alors après des mots. Oui. ça nous parlera plus, effectivement. J'ai juste avant de pouvoir partager la première vidéo qui va bientôt se lancer, déjà une question, puisque l'ensemble des internautes qui suivent cette rencontre peuvent poser leurs questions en zone de commentaires sur notre page Facebook. Et donc, on a une question qui est arrivée en retard, donc peut-être que la question a été déjà posée, ce n'est pas le cas, on en a parlé un petit peu avant de lancer la vidéo, c'est est-ce au départ réservé aux hommes? Et c'est une femme qui pose la question. Comme par hasard. Mais Et non, c'est pas moi. Je peux répondre là, je peux dire bah, que c'est pas réservé aux hommes. Non, c'est absolument pas réservé aux hommes. Et malheureusement, ce soir, on n'a pas une de nos, je veux dire, comment ça s'appelle, sensei, hein, qui est quatrième dan et qui nous entraîne. C'est absolument ouvert aux femmes. Et on le voit bien aussi sur quelques combats qui se font en mixte, hein. Il y a très très souvent les dames ont le dessus sur beaucoup de messieurs. Si je peux rajouter éventuellement un élément, le kendo est une escrime à deux mains et qui est très technique. Donc en fait, ça permet aux dames autant de possibilités qu'aux hommes de pouvoir s'en sortir. Donc voilà, je pense qu'il y a autant d'ouverture de capacité pour les dames que pour les hommes. Il n'y a aucun problème. Très bien, merci. Bah, écoutez, je vous propose de lancer la première vidéo. Comme ça va nous permettre de, vous de commenter et puis de voir ensemble un petit peu comment on pratique le kendo. Alors, la vidéo se lance. Hop. Alors, le temps que la technique se mette un petit peu en place, on a parlé de dan tout à l'heure. C'est un mot qu'on entend aussi dans le karaté. Est-ce qu'il y a des similitudes? Par exemple, nous, on connaît peut-être un peu plus le karaté ou le judo. Est-ce que dans cet art martial qu'est le kendo, il va y avoir des similitudes ou alors des différences assez importantes entre ces différents arts martiaux? On utilise les mêmes prérogatives que les autres arts martiaux, dans le sens où nous, on a des ceintures, mais on ne les voit pas. Dans le sens où un débutant commence 6e Kyu. 6e Kyu, c'est l'équivalent de ceinture blanche. Et puis, il va progresser 6e Kyu, 5e, 4e, 3e, 2e, 1er Kyu. Et à partir de 1er Kyu, on va lui proposer, donc, il va pouvoir passer premier dan. Donc ça, c'est l'équivalent de la ceinture noire. Et puis, dans son évolution, il va pouvoir monter en 2e dan au bout d'1 an, présenter son 3e dan au bout de 2 ans et son 4e dan au bout de 3 ans, etc. Jusqu'à 7e dan. En France, les plus hauts gradés sont 7e dan. Et puis, si on veut présenter le 8e dan, il faut aller au Japon. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Michel, tu veux peut-être rajouter des compléments sur la partie judo? Pour comparer peut-être, simplement pour comparer.
Les disciplines ne sont pas très comparables. Au niveau des grades, effectivement, un expert japonais qui s'appelait M. Kawashi, c'est un des premiers qui est venu en France et il a mis en place le système de ceinture de couleur. C'est lui qui l'a mis en place. Et parce qu'il a remarqué que les Européens étaient un peu impatients d'avoir des grades. Et au Japon, j'ai cru comprendre que on était ceinture blanche et puis on devenait premier Q quasiment. Et lui, il a un petit peu saucissonné tout ça pour faire simple, de façon à ce que les gens patientent un petit peu. Et donc, il a inventé ou mis en place la ceinture jaune, orange, verte, bleue, marron. Et ensuite, pour le premier dan, la ceinture noire. Et ça a permis en France actuellement, il faut 3 ans pour pouvoir se présenter au premier dan en judo. Et puis en kendo, c'est pareil en fait. Et donc, on est aussi, pour compléter ça, on est aussi dans la même fédération, c'est-à-dire on est dans la fédération, on fait partie de la fédération de judo alors qu'on fait de l'escrime en fait. Et ça, c'est D'accord. lié au fait que la personne qui a introduit le kendo en France, qui l'a vraiment implanté, c'était un judoka, donc il avait déjà des affinités avec la fédération de judo et il a fait avancer les choses comme ça, quoi. Il a pris l'appui de la fédération de judo. Et pour compléter aussi par rapport à la liste de questions que j'ai vues tout à l'heure, c'est que on est à peu près 8000 à pratiquer le kendo quand la fédération de judo, en ce moment, elle décline un peu, mais elle est entre 500 000 et 600 000 pratiquants. Pas tout à fait la même chose. Donc, D'accord. on Et est un petit peu. c'est plutôt, ça augmente avec les années ou c'est plutôt stagnant depuis ce nombre? Non, ça augmente, mais assez lentement. Au niveau du club, par exemple, on était une vingtaine au début, même un petit peu moins au tout début, mais on a plafonné à 20 pendant assez longtemps. Maintenant, on est une trentaine de licenciés. Et cette saison-là, c'est Hervé qui a lancé ça. Les enfants, justement, on en a parlé parce que les enfants, c'est à partir de 8 ans qu'on les accepte, alors qu'avant, on n'en voulait pas trop parce qu'on n'était pas en mesure de les encadrer. Maintenant, Hervé a pris la décision de les encadrer. Donc, c'est compliqué parce que les enfants, dès qu'ils peuvent porter l'armure, il faut faire des nœuds partout. Et pour enseigner le judo depuis des années, déjà, dans une séance de judo, on n'a qu'un nœud de ceinture à faire. Et chez les petits, eh ben, on passe un bon bout de temps à les rhabiller, etc. Alors, avec le kendo, ça serait une horreur parce qu'il faut faire des nœuds partout. Et là, on passerait la séance à faire des nœuds et pas de kendo, quoi. Donc, le problème, il est là. Alors, donc, c'est pour ça que les enfants, il faut qu'ils aient un petit poil d'autonomie déjà. Donc, D'accord. 8 ans, c'est déjà jeune, hein. Alors, j'ai débordé là très largement. Mais c'est très bien, on est là pour ça. La vidéo semble prête au niveau technique, donc si c'est bon pour vous, on va pouvoir visionner notre première vidéo. Là, c'était je vais me permettre de prendre la parole, c'était Vas-y. le gala que nous avions fait à Suip il y a 3 ans avec Michel, Francis et puis Benjamin. Voilà. Donc là, on est rentré sur une structure avec des tatamis, mais de toute façon, le kendo se pratique sur parquet, il faut bien savoir. Donc voilà, on commence toujours par un salut. Le sabre, là on a des shinai, donc des structures pédagogiques en bambou, hein. On le met à la ceinture et puis on dégaine comme si on avait un katana. Donc on commence toujours par un salut. Et puis un kiai. Le kendo, c'est une escrime à 2 mains qui est très rapide, qui demande beaucoup d'engagement physique, c'est assez cardio aussi. Et puis surtout, c'est bruyant. Je ne sais pas si on l'entend suffisamment, mais il y a donc un engagement avec du kiai, des cris, on annonce nos frappes, et puis il y a aussi la frappe du pied. Donc c'est ce qui fait aussi son originalité. C'est vraiment une escrime assez présente, qui demande beaucoup d'engagement physique. Alors on se voit là en train de se taper dessus. Qu'est-ce qui fait que justement, voilà, on valide une frappe, ce qu'on appelle un ippon? Eh bien, ça demande, ça c'est un principe essentiel en kendo, ça demande 3 éléments.
la connexion ce qu'on appelle Ki Ken Tai. Ki, c'est une énergie assez forte, un fort engagement, un travail du Shinai, le Ken, c'est le sabre, un travail du sabre, et puis aussi avoir cette alliance du sabre, de l'énergie et du corps, tout doit arriver en même temps. Là, on voit Benjamin en blanc qui fait ce que l'on fait de façon régulière en entraînement. C'est ce qu'on appelle le Kili Kaishi. Ça veut dire Kili, c'est couper, Kaishi, c'est retourner. Donc, en fait, ce sont des frappes successives. Donc là, on vient de le voir. Là, c'est Michel qui le pratique sur le dos. Et puis là, je vais le faire sur Francis. Donc là, c'est Men. Men, c'est la frappe sur la tête. Et Do, c'est sur le plastron. Donc là, Kili Kaishi, ce sont des exercices qu'on demande aussi au passage de grade, étant donné qu'on arrive à voir le niveau du pratiquant quand on pratique ces formes-là. Là, Michel en blanc pratique les uchikomi, donc c'est toutes les frappes classiques qu'on voit en kendo, donc men, côté, dos, et puis le tsuki, là, sur la gorge, on peut aussi, dans les zones de frappe, on peut attaquer le coup des stocks au niveau de la gorge. Donc là, on pratique des Renzoku Waza. Là, ce sont des frappes multiples, donc sur la tête, sur les côtés, donc au niveau des gants et au niveau du dos. Donc le principe de ces Renzoku Waza, c'est si on loupe une frappe, l'idée c'est vraiment que le coup d'après soit décisif. Ensuite, donc là en blanc, on va voir Benjamin qui va travailler les Ikiwaza. Ikiwaza sont des frappes en arrière parce qu'on peut frapper en avant et marquer des points en avant, mais on peut aussi marquer en reculant. Donc vous voyez sur la tête, sur les gants et sur le plastron. Ça, c'était pour tout ce qui était Uchikomi. Donc nous avions un partenaire qui nous permettait et qui ouvrait correctement pour pouvoir nous faire frapper. Et là, notre partenaire joue un peu moins le jeu et puis il fait ce qu'on appelle des ojiwaza, c'est des contre-attaques qui consistent à faire parade et riposte, parce qu'en kendo, il n'y a pas de défense, il n'y a que des attaques. Donc d'une manière générale, on doit toujours être prêt et puis réagir en fonction des opportunités. Voilà, ça, ce sont des exercices que l'on fait régulièrement en dojo. Donc, ça demande beaucoup d'engagement. Je ne sais pas si on entend le kiai aussi qui est lancé en même temps. Donc, voilà, l'idée, c'est à chaque fois de lancer le corps, d'avoir une forte énergie, d'annoncer la frappe. Donc là, Benjamin travaille un petit peu plus vite. Il fait un travail qu'on appelle Kakali Gecko. Normalement, ça se fait en une seule expiration. Le but, c'est de faire un maximum de frappes en un minimum de temps et d'essayer de créer des ouvertures. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez éprouvant aussi. Après, au niveau du travail, on fait aussi d'autres formes qu'on appelle le Jigeko. Le Jigeko, ce sont des combats où là, nous n'avons pas de partenaire qui nous fait des ouvertures. Là, le but, c'est vraiment de chercher la faille dans la garde de notre partenaire et de s'y engouffrer pour pouvoir prendre l'opportunité. Donc, là, on voit donc les différentes gardes que l'on peut avoir en kendo. Il y a la garde Chudan, qui est une garde moyenne où on est devant avec le Shinai bien devant nous. Et puis, il existe une autre garde qu'on appelle Jodan, où on a le Shinai que l'on porte au-dessus de la tête, qui permet d'avoir l'avantage d'être déjà armé et on n'a plus qu'à abattre pour pouvoir frapper, comme on le voit là, comme Benjamin vient de le faire. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de donner tout dans notre engagement. Voilà, voici Jodan, vous voyez, en position haute. Voilà. Donc globalement, au niveau des combats, un ippon est caractérisé par ce fameux Ki Kentai no Ichi, donc cet assemblage de ces trois éléments, le ki, le sabre et le corps en même temps.
Et puis, pour pouvoir gagner un combat, il faut mettre 2 hippons. Donc, quand on est, non pas comme dans ce cas-là où c'est très cordial, mais qu'on fait des shiai, donc des combats de compétition, en combat de compétition, c'est donc deux hippons gagnants. Donc, s'il y a ex aequo, eh bien, c'est le troisième point qui va départager les deux adversaires. Voilà. Un combat de shiai, un combat de compétition dure en moyenne 5 minutes, pour vous donner une idée. Donc là, en même temps, nous avions donc Michel en blanc et puis Francis en bleu, qui pratiquent donc les katas. Donc là, ils ont tous les deux, vous remarquez, 2 longueurs différentes de sabre. Francis a un sabre long comme un katana, et puis Michel a une garde, vous voyez, avec un plus petit bien en avant, qu'on appelle un wakizashi. Généralement, on utilise dans nos katas un travail avec des sabres en bois. Donc, l'équivalent du katana, c'est le boken. Et puis, celui le plus court, c'est ce qu'on appelle le kodachi. Et donc là, dans ces katas, je pense que Michel en parlerait mieux que moi, mais on a donc tout le travail et l'origine historique du kendo qui nous vient du kenjutsu, donc de ces principes, ces techniques de guerre, en fait, de combat, de samouraï. Et dans ces katas, il y a beaucoup de clés dans le travail et la capacité qu'on pourrait avoir à prendre le dessus sur notre partenaire adversaire. Voilà. Et vous remarquez, à chaque fois, on se salue et tout le travail se fait de façon respectueuse et cordiale. Voilà. Donc on commence toujours par un salut et on finit toujours par un salut. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir au niveau de cette vidéo, à mon avis. Hop, on va pouvoir revenir. Le respect, hein, pour renforcer ce que dit Hervé, le respect de l'adversaire et la progression, la construction avec l'adversaire est très, très, très important. Le salut, le respect, même en compétition, on le voit bien, gagnant, perdant, une entente cordiale et remerciement mutuel sur le fait d'avoir travaillé ensemble et de progresser ensemble. Ça, j'ai l'impression que ce sont un peu des valeurs qu'on retrouve dans les différents arts martiaux issus du Japon ou des pays asiatiques. Je ne sais pas si, notamment pour les enfants, mais en fait, c'est aussi pour l'ensemble des participants, s'il y a des valeurs qui ressortent un peu plus du kendo ou qui sont vraiment symbolisées par le kendo. Michel, Oui. Enfin, c'est pas une question piège, hein, c'est… on laisse toutes les questions pièges à Michel. Il y a un temps de latence parce que je réfléchis un petit peu en essayant de comparer ce que je connais. Hein. Moi, je connais bien le judo, je connais le kendo et les autres disciplines, je les connais de beaucoup plus loin. Hein. Mais à mon sens, ouais, dans le kendo, on est resté et on veut rester attaché à la tradition japonaise. C'est-à-dire que j'ai encore lu il n'y a pas très longtemps que les Japonais n'étaient vraiment pas chauds du tout, par exemple, pour introduire le kendo aux Jeux Olympiques, comme ils l'ont fait pour le judo qui a. Là, c'est mon point de vue à moi, c'est que dans le judo, on a une grosse dérive due à l'aspect, on a l'impression que l'aspect compétition a pris le pas sur tout le reste, quoi. Et ce que je lis, ce que j'ai lu dernièrement encore, c'est que justement les Japonais ne tenaient pas trop à ce que ça parte un petit peu dans tous les sens parce que ils ont une grosse attache au sabre. Hein. Ils sont très attachés. Dans les familles japonaises, j'ai que comprendre qu'on a encore le sabre. Quand on a un sabre, il est rangé dans un coin, mais on l'entretient et on le respecte. Et, enfin bref, le sabre, c'est quasiment une personne. Pour les Japonais, c'est ça. Et donc, le kendo, bien sûr, kendo sportif, il est quand même il s'éloigne un petit peu de la tradition, mais en tout état de cause,
il y a une grosse attache. Les enseignants sont très attachés à ce que ça reste comme ça, à ce que ça reste conforme à ce qui a été édicté il y a déjà dans les siècles. Là, on en a parlé, j'avais dans les questions, là, depuis quand le kendo existe, ben, c'est peut-être 300 ans ou quelque chose comme ça. Et on n'a pas trop d'éléments pour le dater parce que c'est issu de la pratique des samouraïs. Donc, c'est issu de la pratique du sabre. À l'origine, il y avait le sabre. Et puis, ben, pour s'entraîner, c'est pas très pratique dans la mesure où si deux personnes s'affrontent au sabre, à la fin, il y a un vainqueur et puis on a perdu quelqu'un. C'est un peu dommage. Et donc, là, avec le shinai, l'armure, eh ben, les Japonais ont créé un ensemble qui est vraiment fait pour fonctionner ensemble. C'est-à-dire le sabre de bambou permet des frappes réelles. On frappe avec un sabre, avec un shinai, comme on frapperait avec un sabre. L'idée, c'est pas de frapper très fort, l'idée, c'est d'aller couper. Même si on sait qu'on ne va pas couper avec un sabre en bambou, l'idée, c'est de montrer qu'on est capable de délivrer une frappe qui va ressembler à une coupe le plus possible. Et là, c'est permis. Hein. Ça n'a pas été dit, ça, on a 4 frappes dans le kendo. On frappe à la tête, une frappe qu'on appelle men, parce que la tête, c'est men en japonais, mais c'est une terminologie qui est employée dans les autres arts martiaux aussi. Ça. Côté, on va couper le poignet. Et dos, on va couper le tronc. Et tsuki, on va transpercer la gorge. Et toutes ces parties-là sont protégées. Et ce qui fait que le kendo n'est pas dangereux, c'est qu'on ne peut marquer un point que si on frappe sur l'armure. On ne marquera jamais un point si on frappe à côté de l'armure. Donc, c'est un élément de sécurité. Et puis, ben, pour la victoire, ensuite, il faut démontrer des frappes correctes avec les conditions qu'a évoquées Hervé tout à l'heure. L'engagement du corps, l'engagement de l'esprit, la détermination, et puis, bien sûr, réussir à toucher la cible, évidemment. Alors, je sors la fiche Wikipédia parce que j'ai trouvé voilà, ce visuel. Alors, je pense que ça fait un peu référence à Ce que je viens de dire. ce que disait Michel, voilà, pour un peu se visualiser. On peut résumer un peu ça aussi. Parce que... Alors là, ce qu'on voit, un Migimen, Idarimen, ben, c'est simplement la droite et la gauche. Hein. Le Tsuki en dessous, le côté. On frappe le côté droit parce que la façon de tenir le sabre est telle que c'est le côté droit qui est le plus proche et le plus accessible. Sauf si on se met en garde Jodan, là on est en garde Shudan, c'est-à-dire c'est une garde basse, en quelque sorte. Elle a l'avantage on remarquera dans le kendo qu'il n'y a pas de bouclier. Donc la pointe, c'est le bouclier. En fait, il faut dissuader l'adversaire d'attaquer en lui présentant une pointe forte et il ne peut pas pénétrer dans la garde si elle rencontre la pointe du sabre. Impossible. Donc, et puis pour le côté, on peut frapper le côté gauche, donc si on est en Jodan, c'est-à-dire garde haute. À ce moment-là, c'est lui qui est le premier accessible, quoi. Voilà. Et puis pour ce qui est du dos, ben, on frappe des deux côtés, l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Si je peux rajouter peut-être un petit élément aussi que je trouvais intéressant et que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, au niveau des frappes, la zone d'impact n'est pas la cible. C'est pas parce qu'on va toucher le même, ce ne sont pas des touches qu'on fait. Le but, c'est vraiment, comme le disait Michel, c'est d'aller couper de la tête jusqu'aux épaules. Donc, il y a quand même une certaine puissance dans l'impact. Quand on coupe le poignet, c'est la même chose. Hein, le but, c'est pas de toucher, c'est vraiment d'aller couper. Voilà. Alors, on a plusieurs questions sur la page Facebook. Une question donc de Louise Marie qui nous demande est-ce que le déplacement dans l'espace est libre? Oui. Oui, par contre, il y a un certain nombre de limites. Hein. On le verra, je pense que si on a une vidéo, si on a le temps pour la pratique sur la partie compétition. Par contre, il y a un terrain sur lequel on pratique qui s'appelle le Shiaijo et il y a des limites de pratique. Hein. Le fait de sortir aussi de cet espace qui est bien défini peut faire en sorte, quelque part, entre guillemets, on peut
quelque part fuir ou sortir de la zone de combat et on peut perdre un demi-point. On le verra peut-être après sur la vidéo. Alors, Peut-être qu'on peut, ouais. on le verra à ce moment-là, mais on verra bien qu'il y a un espace défini pour la C'est partie 9 mètres compétition. 9 par 9, en principe. Exactement, oui. Ça, mais à comparer avec l'escrime européenne, où en fait on travaille surtout dans un couloir, là effectivement on a la possibilité de travailler son adversaire, son partenaire, en 360. Donc ça ouvre aussi d'autres perspectives. Je vous propose peut-être de lancer la prochaine vidéo justement sur la compétition, ce qui fera un peu écho à ce que vous venez de dire. Alors, je vous demande juste une seconde, le temps d'activer le partage. Le temps, ce qu'on a pu voir aussi sur ce que disait tout à l'heure Hervé, le temps que vous lancez, la pratique se fait sur le parquet. Il y a eu quelques photos. Vous voyez, les sols sont différents. Alors que tout à l'heure, sur la démonstration, on était plutôt sur des tatamis. J'espère qu'on entendra le son. Ah, apparemment, on a un problème technique. On va essayer de relancer juste la vidéo d'un autre ordinateur. Pour répondre à la question tout à l'heure, on voit à peu près Ouais. la zone blanche qui était identifiée. On voyait un marquage au sol blanc qui correspondait au carré dont parlait Michel, carré de 9 par 9, hein, qui est la zone définie pour la pratique lors des assauts. Alors, on va relancer la vidéo. Hop. Bon, désolé pour ceux qui nous regardent, c'est toujours la question technique qui est un petit peu hasardeuse, mais ça a fini par fonctionner. Ouais, par contre, au niveau du son, on a vraiment un souci. Est-ce que quelqu'un souhaite commenter un petit peu cet échange? Michel? Ah, Non? vas-y donc. Vas-y donc. Là, Moi, j'y étais pas. ce que l'on vient de voir, les drapeaux qui se sont levés, je les ai vus rapidement, mais là où on revoit, donc ça veut dire par rapport à ce que a dit tout à l'heure Hervé, c'est-à-dire qu'il y a trois arbitres qui jugent et qui évaluent la qualité de l'assaut, la qualité de la frappe, hein, sur un certain nombre de critères. On pourra en rediscuter après, mais ils ont une évaluation assez rapide, hein, pour évaluer si les trois critères dont parlait Hervé tout à l'heure sont amenés et ça permet d'attribuer un point. Alors par contre, là, il y a eu un rappel sur un certain nombre de règles pratiques. Et là, on voit les drapeaux à nouveau se lèvent. On voit le drapeau rouge qui s'est levé. Et je ne sais pas si vous avez vu l'arrière de chacun des combattants, il y a comme une sorte de petit fanion qui correspond à la couleur. Donc ça veut dire que là, les trois arbitres qui sont présents sur le Shiaijo ont jugé que la frappe ou l'assaut correspondait à ce qui est demandé. Donc le point est validé. Donc, comme Hervé l'a dit, au bout de 2 points, 2 assauts validés par l'arbitre, le combat est gagné. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Michel, Hervé. Moi, je trouve que c'est parfait. Oh, c'est pas souvent qu'il. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la tenue. Tout à l'heure, vous parliez des dames, et en fait, là, c'était Claire qui officiait tout à l'heure, en rouge. Voilà. Bon, eh ben, les femmes sont représentées, c'est bien. Moi, j'avais une question par rapport aux tenues. On a vu dans la première vidéo qu'il y avait une tenue blanche, une tenue noire, alors que là, en compétition, on est vraiment sur 2 tenues noires. Est-ce que c'est un pur hasard sur les 2 vidéos ou est-ce que ça a une incidence? Non, c'est pas un hasard. Parce que la démonstration, on était 4 pour la démonstration. Et donc, c'était intéressant d'être 2 blancs, 2 noirs pour permettre une visualisation un petit peu plus sympa.
parce que quand les gens sont dans la même tenue, ben, on ne voit pas qui est qui. Alors en Oui. compétition, ben, on a un blanc, un rouge, mais le blanc et le rouge, en fait, c'est un petit fanion qui est attaché, un ruban qui est attaché derrière l'armure. Et les arbitres ont un drapeau blanc et rouge, et donc ils lèvent pour le rouge ou pour le blanc. Donc c'est distingué. Mais c'est utilisé ça en judo de la même manière, hein, avec des ceintures. Alors maintenant, oui, ça évolue avec le judo, puisqu'ils mettent souvent un kimono bleu, un kimono blanc. Là c'est pas. Autrement, la tenue blanche, eh ben, c'est un choix, hein, c'est tout. Hein. On peut avoir, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du noir. En général, le traditionnel, c'est vraiment le bleu. Hmm. Le traditionnel japonais, c'est le bleu. Sinon, il existe aussi chez les Coréens une petite différence avec un blanc et puis avec un liseré noir sur le long du hakama. Voilà. Très bien, merci. On a une autre question. Est-ce qu'on peut gagner des points sur un geste défensif? Bah non. Non. Bah non. Ok, bon, eh bien, Par du coup, contre, on par contre, transmet. ce qui peut apparaître comme défensif, c'est vraiment les attaques arrière. Mais une attaque euh, arrière, c'est une attaque qui part d'une position rapprochée et qui est quand même offensive, même si c'est en reculant finalement. C'est en reculant, mais ce Hmm. n'est pas en se défendant. Harvey l'a dit, je crois, à un moment donné, qu'il n'y a pas de défense en kendo. Et ça, bien sûr, c'est en tout cas il y a des gestes défensifs parce qu'on se fait piéger, mais on doit lutter contre ça. On ne veut Hmm. pas se défendre parce que c'est contre-productif. Si on se contente de se défendre, on ne réussit pas on va peut-être gagner. Le hasard va peut-être faire qu'on va gagner, mais on n'est pas dans l'état d'esprit du kendo qui est vraiment quelque chose où il faut se déterminer et étudier l'autre et puis aller tenter de marquer le point. Et la défense, bah, ça sera peut-être en compétition, c'est plus pratiqué parce que là, on ne veut pas perdre. Mais ça ne sert à rien de ne pas perdre. Ce qu'il faut, c'est gagner. Ouais, c'est sûr. Et se C'est ça, défendre, l'état d'esprit, c'est ça, quoi. c'est aussi être en réaction. Et du coup, on perd un temps quand on est en réaction. Ok. On a parlé d'escrime tout à l'heure. Nous, c'est un petit peu, en tout cas, de relation ou de ressemblance avec l'escrime. Est-ce que ça s'arrête simplement, enfin, les points communs s'arrêtent simplement à l'usage d'un sabre ou d'une épée, ou est-ce qu'on retrouve vraiment des éléments au niveau des points à marquer ou au niveau des postures? Est-ce qu'on retrouve vraiment des similitudes entre ces deux arts martiaux? Alors, je commence juste pour initier une réponse. Vous voyez, la pratique, quand on voit l'escrime traditionnelle, hein, on est plutôt sur une pratique où le corps est de travers, hein. Sur la Hmm. partie escrime traditionnelle, je veux dire plutôt orientation européenne, l'idée c'est, puisqu'il n'y a pas forcément d'armure, de présenter le moins de surface possible de son corps en face de son opposant. Donc, on a plutôt un travail sur, je veux dire, en transversal. Par contre, vous avez vu sur la pratique du kendo, parce qu'on pratique avec une armure, on a une pratique de face, avec bien les deux mains sur le sabre, hein. Donc là, c'est aussi un travail important qu'on a à faire sur la bonne prise en main du sabre. Ça, c'est une partie différente, là. On revoit là du travail à une main, même si on peut retrouver aussi quelques travails institutionnels au kendo Hmm. à une main. Mais le travail se fait vraiment de face avec les deux mains sur le sabre. C'est aussi, si je peux me permettre, l'escrime européenne est une escrime qui est très modernisée, avec tout le monde est un peu branché pour savoir si la touche est bien faite, etc. Alors que là, on est vraiment sur une pratique qui est un petit peu plus traditionnelle, basée sur le regard de trois personnes qui tournent autour des compétiteurs, par exemple dans le cas d'une compétition, mais on n'a pas d'évaluation ni numérique ni extérieure. On est vraiment sur une évaluation d'homme à homme. Et donc, du coup, ça, même en termes
comment dire, d'évaluation, ça peut aussi poser d'autres problématiques. Mais c'est ce qui fait aussi cette valeur traditionnelle. Donc, c'était un choix de rester comment dire, avec une dimension humaine et une évaluation humaine. Voilà. Là aussi, il y a une petite différence avec l'escrime européenne. Et si je me permets un point que j'ai, on est plutôt sur une action comme l'a dit Michel, au kendo, sur une action de coupe. Donc, de par la forme traditionnelle du sabre, du katana, en escrime, je veux dire, plus européenne, on est plutôt sur une action où je viens percer. Hmm. Donc, si je poursuis un petit peu la réflexion, si un pratiquant, par exemple, d'escrime veut se mettre au kendo, est-ce qu'il aura plus de facilité que quelqu'un qui n'aura jamais fait d'escrime de sa vie? Et inversement, quelqu'un au kendo qui souhaiterait se mettre à l'escrime, est-ce que du coup, c'est des gestes un peu appris qui parasitent et où il faut vraiment tout réapprendre? Ou est-ce que ça permet quand même d'avoir une base un petit peu commune? Moi, je crois que dans la démarche du kendo, les gens qui ont fait du karaté, les gens qui ont fait de l'escrime, donc à un moment donné, d'abord, il va falloir qu'ils fabriquent toute une technique parce que le kendo, il n'y a aucun geste naturel, aucun réflexe naturel qui marche. Donc, il D'accord. faut se débarrasser de tout ça. C'est déjà un combat contre soi-même au départ. Et puis, pour un escrimeur, par contre, on a les mêmes contraintes, c'est-à-dire que ce soit escrime ou karaté. Moi, je pense que c'est à un moment donné, on doit retrouver un petit peu ses petits, parce que l'objectif, c'est de se mettre à la bonne distance pour attaquer et de l'évaluer, cette distance-là, parce qu'on n'a pas une cible immobile, on a une cible qui est mouvante. Donc, il faut l'atteindre, évaluer non seulement sa distance, mais qu'est-ce qu'il va faire pour se sortir de ma distance d'attaque, quoi. Donc, tout ça, c'est des appréciations on les a dans le karaté, puis on les a aussi dans l'escrime, puisque les gens sont mobiles, hein. Donc là, ça sera utile au bout de peut-être un an, 2 ans, 3 ans de pratique. Ça dépend après de la vitesse d'apprentissage des gens, quoi. Mais en tout état de cause, au départ, c'est quasiment un handicap pour le début. Mais Mais après, si je me suis- une fois que quand les choses se remettent en place, il est bien probable qu'un escrimeur. Nous, on en a un escrimeur. On en a eu un qui n'est pas resté très très longtemps. Et on en a un actuellement qui, lui, il commence justement à atteindre un niveau où, à mon avis, il va retrouver les avantages de ce qu'il a fait avant, quoi. tout espoir n'est pas perdu, hein. On accueille à bras Oui, vraiment non. volontiers tous les escrimeurs pour venir faire du kendo, hein. Alors, on avait Comme le dit Michel, un pratiquant qui se font plaisir et qui deviennent de très bons kendokas. On a une question de Damien qui dit la tenue blanche. Alors, on revient sur ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. La tenue blanche, c'est pas la garde impériale à l'origine? Point d'interrogation. Bah, c'est un beau point d'interrogation. Moi, je l'ai déjà entendu, mais je n'ai pas de certitude à ce niveau-là, mais je l'ai déjà entendu, donc je ne serais pas surpris que ça soit effectivement ça. Mais depuis, nous, on l'utilise plutôt d'une manière, on ne veut pas jouer à la garde impériale, mais on veut simplement différencier les tenues dans les démonstrations. Mais il y a des gens qui se mettent en blanc, hein, c'est absolument pas interdit. Dans le milieu du kendo, comme on est traditionnellement plutôt en bleu, celui qui se met en blanc, il a plutôt intérêt à être bon. Ouais. C'est mieux. Ok, on a évoqué la pratique des adultes, un petit peu des enfants tout à l'heure. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, de partager une vidéo d'un entraînement avec les enfants et puis peut-être de la commenter, pardon, puisque dans le cadre du dojo troyen, vous accueillez ce que vous disiez tout à l'heure aussi, les enfants. Donc, on va partager. Si quelqu'un souhaite commenter, du coup. C'est Hervé qui s'en occupe, alors il va le faire, non? Vous voulez?
Voilà, depuis septembre, nous avons ouvert une section jeune. On a la chance d'avoir une petite dizaine de 8-14 ans une fois par semaine. Donc là, c'est vraiment une petite vidéo sans prétention. On a fait ça juste à la fin juste avant le confinement, et c'était à la fin d'un cours. J'avais plus qu'une personne, mais il y a quand même un petit bout où on voit un petit peu tout le monde en action. Vous voyez autour de nous différents éléments. Je l'ai fait frapper sur des pneus, je l'ai fait aussi se déplacer. Il y a tout un travail d'échelle et de motricité, de parcours de motricité, d'échelle pour travailler la coordination du haut et du bas du corps. Ça, c'est essentiel en kendo. On parlait tout à l'heure du passage de l'escrime classique à l'escrime japonaise. Je pense qu'en termes d'acquisition motrice, il y a quand même des ponts qui sont quand même intéressants et qui sont déjà ancrés. Donc, c'est ce qu'on travaille chez les jeunes, cette coordination. Et puis, voilà, par exemple, là, je lui fais travailler le Kirikaishi, comme on voyait tout à l'heure, avec des frappes sur les côtés. Et puis, on revient en arrière avec des coupes en arrière. Vous voyez un petit peu cette difficulté qu'on peut avoir à assembler à la fois ces mouvements fins au niveau du haut du corps et puis les déplacements qui sont très spécifiques du kendo, qu'on dit au kuriashi, les déplacements en pas glissés sur le parquet. Donc voilà. Après, au niveau des valeurs qu'on essaye d'insuffler dans le travail avec les plus jeunes, sont exactement les mêmes que ceux qu'on porte avec les adultes, que ce soit ces valeurs de respect du partenaire, des règles, quelquefois aussi accepter de perdre. Ça, c'est des choses assez croustillantes que j'ai pu voir beaucoup chez les plus jeunes. Ils avaient du mal à accepter ils voulaient toujours gagner. Ça, c'était assez sympa. Et puis, apprendre à se surpasser. Quelquefois, on voit aussi en fin de session, on fait des cours d'1 heure généralement. Et puis, au bout d'1 heure, il y en a certains qui sont un peu fatigués. Alors, on dit, allez, encore une fois. Et puis, ils arrivent à trouver un peu d'énergie en eux. Et puis, je pense que, comme justement on parlait de notre vision du kendo, pour moi, le kendo, c'est aussi cette partie vivante qui va au-delà du dojo. Et je pense que d'apprendre à respecter les règles, respecter son partenaire, que ce soit un partenaire, que ce soit un prof, que ce soit son voisin, ça fait partie des choses essentielles qu'on doit aussi apprendre ensemble et puis aussi maintenir en dehors du dojo. Et puis apprendre à se surpasser. Je pense à l'école, il y a aussi des choses un petit peu à glaner là-dedans. Donc voilà, ce sont des valeurs qu'on essaye de faire partager. Et puis évidemment, tout ça dans le plaisir de pratiquer tous ensemble. Parce que plusieurs fois, Michel et moi, on sert de cobaye et ils nous tapent dessus, ou on leur fait aussi pratiquer des coupes sur des journaux, par exemple, pour vraiment qu'ils s'aperçoivent qu'avec un shinai, même si ce n'est pas un katana, eh bien avec un shinai, si le mouvement est juste, on arrive à découper. Ça, c'était des expériences intéressantes qu'on a pu faire avec les plus jeunes. On a déjà fait aussi avec les adultes. Et voilà, j'avoue, pour moi, c'est une expérience très intéressante et j'ai hâte qu'on puisse reprendre. On a dû arrêter à cause des mesures sanitaires donc mi-janvier. Et puis, bon, je pense que pour les enfants, on va pouvoir reprendre la pratique assez rapidement. Voilà. Michel, si tu veux rajouter des choses. Bah non, je suis comme toi. Je suis impatient de recommencer. C'est ça le souci. Et c'est dommage parce que la section jeune, effectivement, a commencé juste avant le confinement. Et puis, on a repris 2 séances. Et puis là, par contre, ce qui a été bluffant, c'est qu'ils sont quasiment tous venus, quoi. Que 2 séances. Mais dès qu'on a annoncé la réouverture, ils sont tous revenus. Ça, c'était quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est super. Bah là, en tout cas, je peux vous dire qu'on a des messages de parents qui nous disent bon, bah, ça y est, mon enfant veut faire du kendo à la rentrée. Ce qui m'amène à une question qui a été posée tout à l'heure, c'est est-ce que vous connaissez, vous, un club de kendo dans Lyon? Puisque nous sommes sur Sens et alentour, donc plutôt côté Iconais. Est-ce que vous connaissez du kendo ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à Troyes pour venir vous voir? Vous n'avez pas le choix. Bon, c'est noté. Non, il n'y a pas.
Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une frontière entre Lyon et l'Aube, entre autres, parce qu'on a un copain qui était dans Lyon, qui a pratiqué le kendo quand il était jeune. Il est arrivé par son travail dans Lyon. Et puis, quand il nous a contactés, il dit bah, ça fait 5 ans que j'essaye de trouver un club de kendo. Le seul qu'il y a, c'est à Dijon. Et puis vous, mais je ne savais pas. Et on est à 40 km, quoi, de France. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas, mais il y a des gens de l'aïkido qui sont venus pratiquer quelques fois avec nous, avec un peu l'espoir de continuer, mais ils n'ont pas concrétisé, quoi. Donc, et on a fait quelques démonstrations à Villeneuve-sur-Yonne à plusieurs occasions. Alors nous, c'est vrai qu'on a plus de notre côté connaissance de l'aïkido, avec qui on travaille beaucoup, sans arts martiaux sur Sens, Alain Simonet, voilà, qu'on salue au passage, et qui participe aussi beaucoup sur le projet. Et c'est lui qui nous avait parlé du dojo troyen, en lien avec aussi un autre intervenant dans l'univers du cosplay, tout à fait autre chose, mais que nos jeunes connaissent bien. Et donc, on voit voilà, qu'il y a des passerelles qui peuvent se faire. Moi, j'avais une question. Justement, pour rebondir à Oui. ce que vous dites, cette partenaire du cosplay, hein, je veux juste confirmer à toutes les personnes, continue à pratiquer et il est régulièrement avec nous. Donc la distance est pas si loin, l'aube n'est pas si loin. On offre aussi beaucoup de créneaux actuellement, donc, qui permettent vraiment de trouver un moment ou un autre pour pouvoir venir pratiquer, que ça soit aussi bien en semaine que sur le week-end. On voit aussi sur les départements qui sont alentours, il y a des pratiques aussi du Iaido, hein, qui rejoint, qui est une pratique un petit peu différente. On voit qu'on arrive à constituer des partenariats et d'amener des gens à venir régulièrement, venir nous voir sur Troyes. Ce que je voudrais dire, c'est que Troyes, c'est pas si loin que ça quand même. C'est vrai. Concrètement, au niveau des créneaux, on fait des cours de kendo le lundi soir pour les adultes à partir de 19h. Le mercredi après-midi pour les petits loups à partir de 5h et à partir de 5h30 pour le cours adulte. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que les deux s'enrichissent. Quand les petits voient les plus grands, on travaille tous ensemble. Ça fait aussi une belle émulation. Donc de 5h à 19h. Et puis le samedi après-midi, donc à partir de 14h jusqu'à 16h. Donc là, pour les personnes qui nous regardent, qui regardent la vidéo, je suis sur le site du dojo troyen, kendo-3.com. Et donc, effectivement, toutes les horaires se trouvent en bas. Vous avez également le contact si vous êtes intéressé pour vous lancer. Et puis, je profite de vous montrer, en tout cas de partager avec vous ce site qui est vraiment très, très sympa, très clair. Voilà, donc toutes les infos, vous pourrez les avoir aussi de ce côté-là, si jamais certains ou certaines parmi nous sont intéressés pour découvrir cet art martial. Ouais, je voudrais dire, je rajoutais, merci Chloé pour ça. Vraiment, n'hésitez pas, prenez contact, visitez le site. Vous avez les numéros de téléphone, vous avez les adresses mail. N'hésitez pas à prendre contact. On doit avoir aussi une page Facebook. Prenez contact, hein, venez découvrir. Je vais partager tout de suite pour qu'on puisse voir. Sur le fond, c'est difficile d'expliquer une pratique étant donné que c'est quelque chose qui doit se vivre avant tout, quoi. C'est quelque chose qu'on doit essayer. Alors tout est, on propose assez régulièrement des séances pour venir essayer, comme le dit Hervé, vraiment pour découvrir, pour essayer de voir si on se fait plaisir. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Ces séances de découverte, on les offre vraiment à bras ouverts. Eh bien, écoutez, c'est noté. Là, on est sur le site, sur la page Facebook du Dojo Troyen. Donc, on a aussi la possibilité d'envoyer un petit message
voilà, si vous préférez prendre contact, si vous avez plus l'habitude en passant par les réseaux sociaux. La rencontre va toucher à sa fin. Du coup, je vous propose, si vous avez des questions, de les poser dans les commentaires sur la page Facebook. Moi, ça me laisse quelques minutes pour voilà, vous remettre les informations liées au dojo troyen, donc avec le site www.kendo-3.com. Je profite aussi de ce moment pour vous refaire un petit clin d'œil au prix littéraire et partager ce titre. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais c'est un titre qu'on a eu dans le prix littéraire Sayonara il y a quelques années, Le Fil Rouge, et qui, alors c'est un shoujo, donc plutôt une histoire de romance, mais qui a pour décor et fond un club de kendo en lycée. Et c'est un manga qu'on avait beaucoup apprécié avec le comité de lecture parce que il y avait vraiment une présentation, une découverte de la discipline au-delà de la romance et de l'histoire principale en tant que telle, et qui était vraiment très bien décrite. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ce manga-là, Le Fil Rouge. Et je termine avec une annonce importante puisque c'est officiel. Sayonara ne pourra pas avoir lieu cette année en présentiel, mais on ne s'avoue pas vaincu et on vous propose une émission en direct pendant laquelle on va pouvoir rencontrer des intervenants, vous proposer des démonstrations, des tutos, tout un tas de choses et de surprises. Qui sera présidé par Thierry Monde et Max, qui sont nos deux parrains, vous le savez, cette année pour la 9e édition, les auteurs de Nako. Et donc, cette émission aura lieu à 14h le samedi 10 avril 2021. 2021, oui, ça, puisque c'est cette année, en direct de la page YouTube de la ville de Sens. Voilà. Toutes les infos sont à retrouver sur sayonara.fr, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Est-ce qu'il nous reste des petites questions? Je crois que non. De toute façon, on vous a remis le site, et je vais vous le remettre une dernière fois, le lien vers le site du dojo pour pouvoir voilà, les contacter. N'hésitez pas, découvrir un petit peu cette discipline. Je voulais vraiment vous remercier tous les trois pour votre temps ce soir, pour votre gentillesse et puis voilà, toute la découverte qu'on a pu toucher du doigt ce soir autour de cette discipline. Voilà, pour votre temps. Merci beaucoup et je remercie également l'ensemble des personnes qui nous suivent et puis des lecteurs de Sayonara. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous les trois, bonne soirée à tous et à très bientôt. On espère de pouvoir se voir peut-être l'année prochaine en présentiel si on arrive à, malgré le Covid, à maintenir une manifestation en présentiel. Merci beaucoup. Nous aussi, de notre côté, on a beaucoup de plaisir.